Alors dans cette vidéo, on va parler de Symbiote. Symbiote, une belle petite saloperie, une nouvelle menace Linux presque impossible à détecter. Alors, je vais me baser sur un article de l'équipe BlackBerry, le Research and Intelligence. Vous avez également sur le blog d'Intether l'analyse faite en profondeur. D'accord ? On a LG Preload. LG Preload, je vous avais montré plein d'exploits. Vous avez juste à taper LD_Preload dans YouTube. Vous allez voir le nombre d'exploits. Je vous avais expliqué récemment que même sudo, on pouvait en abuser, qu'il était là depuis... Il est peut-être plus vieux que vous, pour les plus jeunes qui me regardaient. On a carrément fait une tactique, une technique, une procédure. Je crois que c'est une technique. La technique, c'est la 1574.006 de notre ami Mirtr Attack, le framework dont je vous parle souvent. Donc on savait, je vous mettrai une conférence si vous êtes totalement à l'aise en anglais. Il y a peut-être les sous-titres sur YouTube. Encore une fois, tout ce que je vous partage, je ne vérifie pas qu'à chaque fois il y a la traduction française. D'accord ? Mais on a cette possibilité d'aller voir plein de conférences, et c'est le côté positif de YouTube, parce qu'il y en a plein d'autres négatifs. Mais justement, un chercheur en cybersécurité nous expliquait bien. De mémoire, c'était, je crois, ce code qui se cache, who is lurking, comme on dit en anglais, dans du C, dans du shellcode. D'accord ? Ça vous explique en fait comment on peut détourner. Je vous ai expliqué des share objects, les fameux .so. Je vous avais montré dans différentes vidéos comment on pouvait escalader nos privilèges grâce à un préchargement, le LG Preload, qu'on pouvait utiliser pour charger tout simplement des librairies malicieuses. Je vous montrerai, pour vous rafraîchir la mémoire, avec moins de 10 lignes de code en C, comment on peut créer un exploit, d'accord ? Et abuser tout simplement des droits sudo, qui seraient éventuellement mal configurés. Je te donne un exemple. Un utilisateur lambda sur le Linux peut lancer uniquement la commande ping, fping, d'accord ? Ou nmap. Et on va pouvoir justement créer une librairie, la charger, demander l'exécution du programme, et à cause de cette possibilité, en termes de preload, LG_preload et le DYLG_insert_libraries, ça c'est côté macOS, on peut faire ce qu'on appelle du hijack, execution flow, flux d'exécution pour pirater, d'accord, via du dynamic linker hijacking, d'accord, donc contournement, piratage de la machine via des liens, puisque les SO c'est l'équivalent des DLL dynamiques. Vous vous rappelez, on va faire très simple. Vous avez le linkable libraries, ok, DLL, si je dis pas de bêtises, sous Windows, et on a le pendant sous Linux, sous Mac, qui s'appelle les SO, les share objects. On a les object files, on a aussi les share objects, SO. Avant de vous lire cet article, de le mettre en forme et d'apporter un petit peu ma popote, donc on va se voir la technique. C'est une technique qui est dans le cadriciel, c'est la D1574-006 ou .006. D'accord ? Elle a été créée le 13 mars 2020 au niveau du cadriciel attaque, et elle a été modifiée dernièrement d'émulation de la menace, puisqu'on peut recréer les tactiques, les techniques et les procédures qui sont utilisées par les adversaires pour mieux les comprendre, pour rentrer dans leur tête, ok ? Pour catégoriser, hiérarchiser la menace. Je vous le répète tout le temps. Donc on va revoir un petit peu cette technique qui fait partie du cadriciel Mirtr Attack. On a la nouvelle version, la 11.2, qui est sortie et qui développe toutes les sous-techniques pour attaquer des portables mobiles. Je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est la MEC, si vous voulez vous intéresser, puisque c'est utilisé dans le complexe militaro-industriel pour sécuriser les infrastructures américaines et des agences fédérales américaines. D'accord ? On a deux cadriciels, on en a un en rouge qui s'appelle Attack, et on a Defend, d'accord, qui est la partie blue teaming, qui est utilisée par l'armée américaine, par le complexe militaro-industriel, par les fameuses agences
fédéral. Grosso modo, les adversaires peuvent exécuter leur propre charge utile malveillante. On va détourner les variables d'environnement que l'éditeur de liens dynamiques utilise pour charger des bibliothèques partagées, ces fameux fichiers SO. Au cours de la phase de préparation de l'exécution d'un programme, on a l'éditeur de liens dynamique, d'accord, que vous retrouverez en fait. C'est le Dial Insert Libraries sous macOS, le LG Preload, ok. Et des Dynamic Linker Load, on en a aussi sous Windows. C'est tout simplement les applications qui font appel à vos DLL. Vous savez je vous le répète tout le temps, mais on a ce principe de quoi? De binaire. Un binaire, c'est un exécutable. Ça, je le comprends bien, que ça soit sous macOS, que ça soit sous Windows, que ça soit sous Linux. Par contre, j'ai deux types de binaires. J'ai des binaires statiques et j'ai des binaires dynamiques. Quelle est la différence? Le binaire statique, comme son nom l'indique, n'a pas besoin d'autres librairies. Tout a été compilé, tout est encapsulé. Le binaire comporte lui-même, intrinsèquement, à l'intérieur, à la compilation, les librairies qui vont lui permettre de s'exécuter. Du coup, il en devient extrêmement portable. Je vous disais, il y a plein de binaires statiques. Tu les prends de ton ordinateur, tu les passes à un pote. Il n'a pas besoin de réinstaller son Linux. Il n'a pas besoin d'aller récupérer le paquet pour l'installer sur sa machine. Il prend le binaire. C'est le même type de processeur, 32 bits, 64 bits. C'est la même distribution que dans ma vidéo d'hier, avec les profils. Je vous ai montré comment on pouvait utiliser Volatility. Mais c'est exactement ça. Tu as le même système d'exploitation, la même distribution. C'est la même version de ta distribution 18.04 hier dans ma vidéo LTS, Ubuntu. Et tu as la même version de noyau, la 4.15.0-66 dans la vidéo d'hier. Eh ben, écoute, je te passe mon binaire statique et tu l'exécutes. Et il n'y a aucun problème. D'accord? C'est pour ça que nous, en hacking, qu'est-ce qu'on fait? On utilise constamment des binaires statiques qu'on va pouvoir pousser sur la machine qu'on va pirater. Et tu as bien compris que si ce binaire nous permet de faire du réseautage, d'installer des portes dérobées, de faire de la reconnaissance, de récupérer des informations, de faire de la post-exploitation, quoi qu'il se passe, indépendamment du système d'exploitation, je sais qu'il va fonctionner. Puisque tu comprends bien que si tu pirates une machine et tu laisses des traces, comme quoi on a installé tel ou tel package, telle ou telle librairie qui était manquante. Pourquoi? Pour utiliser un logiciel sur la machine, tu seras beaucoup moins furtif. D'accord? Par opposition, par dichotomie, bien sûr, les binaires dynamiques, comme leur nom l'indique, ont besoin de librairies. Ils vont se baser sur ces fameuses librairies dynamiques qui sont chargées. L'application se lance automatiquement. On a des DDL qui viennent se charger sous Windows. On a via le LG Preload sous Linux des fichiers qui viennent se charger. D'accord? Sous Mac, le DYLD Insert Libraries. Alors, revenons au sujet. Les bibliothèques spécifiées dans les variables d'environnement sont chargées en premier, ce qui donne la priorité, ça c'est très important, aux bibliothèques système portant le même nom de fonction. Ces variables sont souvent utilisées par les développeurs pour débugger des fichiers binaires sans avoir besoin de recompiler, de déconflicter les symboles mappés. Je vous ai parlé de ces tables symboliques qui nous permettent d'interagir en bas niveau avec le processeur. C'est ce qu'on a utilisé. Je vous ai dit, on crée un profil dans ma précédente vidéo avec Volatility. Pareil, les symboles, tout ça c'est important. Implémenter les fonctions personnalisées sans modifier la bibliothèque d'origine. D'accord? Donc ça, vous le retrouvez constamment. Sous Linux, macOS, on a ce qu'on appelle un détournement de variables d'éditeur de liens dynamiques qui vont, c'est une attaque, accorder l'accès à la mémoire du processus victime, tout simplement aux ressources système, réseau et éventuellement à des privilèges élevés. Ça va nous permettre de faire une privesque, une escalade de privilèges, devenir les dieux dans la machine. Cette méthode peut également échapper à la détection des produits de sécurité. D'accord ? L'exécution est masquée sous un processus légitime. C'est ce principe d'offuscation, c'est ce principe de migration. En mémoire, on le retrouve via l'API, notamment de Windows. On peut faire du process hollowing. On a plein de techniques dont je vous avais déjà parlé. Et
c'est ce principe. Hein. Je vais encapsuler ma charge utile dans un autre processus légitime qui du coup lui donnera un semblant de légitimité. D'accord ? Mais, enfin voilà, c'est récurrent. C'est des types d'attaques que vous retrouverez partout. Et c'est encore plus vrai sous Windows, puisqu'on a des appels à l'interface de programmation, WinAPI et tout ça, qui nous permettent de faire cette migration de processus, qui est plus compliquée, qui est différente sous macOS ou Linux. Alors les adversaires, en fait, ils vont définir des variables d'environnement via la ligne de commande. On va faire un export, un set env, un put env. D'accord ? Ces 3 commandes permettent, vous le savez, d'exporter, de définir une variable d'environnement ou carrément de la remplacer. Les adversaires peuvent également tirer parti du détournement de l'éditeur de lien dynamique pour exporter des variables dans un shell, et ils vont définir des variables par un programme en utilisant une syntaxe de niveau supérieur. On a OS environ, de Python, environment, vous l'avez compris, c'est l'abréviation. Donc voilà, vous le retrouvez constamment. Je pense que si vous avez commencé par du PHP, vous connaissez, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un put env en PHP, à partir du PHP 4, je crois, qui fixe la valeur d'une variable d'environnement. Et oui, ok, on retrouve ça dans beaucoup de langages de programmation. Il n'y a pas qu'en C. Donc voilà. Ok. Donc sous Linux, les adversaires peuvent définir l'infamous, l'infâme LD _preload, pour pointer vers des bibliothèques malveillantes qui correspondent au nom des bibliothèques légitimes demandées par un programme victime, ce qui oblige le système d'exploitation à charger le code malveillant de l'adversaire lors de l'exécution du programme victime. Le LD preload va être défini via les variables d'environnement. Généralement, on va aller taper dans etc à la racine. On peut utiliser ld.so.preload. On a des bibliothèques également spécifiées, LD preload, qui sont chargées et mappées en mémoire. On a le DL open, c'est une fonction, et on a, pour ceux qui connaissent un petit peu les appels en bas niveau en C, on a mmap, ok, qui permet de mapper la mémoire, la mémoire paginée. Vous savez que la mémoire, on a la mémoire physique, on a également on a des tables de correspondance en dynamique, d'accord ? Statique, physique sur la machine, et dynamique alloué via des pages. Qu'est-ce que sont les pages ? Les pages sont des fragments de mémoire paginés, d'accord ? Pourquoi paginés ? Parce qu'on utilise des pages qui vont servir à faire la correspondance entre ce que voit tout simplement le noyau et ce que voit le userland, la partie applicative, d'accord ? Donc très souvent, ça permet, et c'est le fonctionnement intrinsèque, en fait, la RAM fonctionne comme ça. Vous n'accédez jamais directement à la RAM en termes physiques. Vous passez par une table de correspondance, vous passez par des appels, vous passez par une allocation dynamique, d'accord ? Puisque ça permet d'optimiser tout simplement la gestion de la mémoire, optimiser pour essayer de grappiller le moindre espace de RAM dans vos barrettes, ok ? Et en fonction de la charge, en fonction des appels qui sont faits, on va dynamiquement allouer la mémoire. Sinon, on serait sur un modèle monolithique et ça nous permettrait beaucoup moins de flexibilité, de souplesse. Alors, sur macOS, c'est un petit peu différent. On a en effet un comportement qui est conceptuellement le même sous Linux, puisque macOS n'est que, je crois que c'est un FreeBSD. Corrigez-moi dans les commentaires. Je crois que c'est un FreeBSD amélioré, ou c'est le système d'exploitation de la PlayStation 3, 4 et 5 qui a un FreeBSD. Je m'embrouille, je n'ai pas envie de vérifier, là je suis en train de vous parler freestyle comme d'habitude. Je me base sur les articles, je prends pas de notes, vous le savez, c'est ma spécialité. Parce que je suis pas quelqu'un de professionnel. Donc en freestyle, qu'est-ce que je peux vous dire ? On a des bibliothèques dynamiques macOS, les fameux DYLD, d'accord ? DYLD, le DILD. Alors, DILD, pourquoi ? Parce que qu'est-ce que je vous ai dit au tout début ? On a vu qu'on a ces appels qu'on peut faire, DYLD _, insert,
librairie. D'accord? Insertion des librairies DYLD. C'est pour ça qu'elle s'appelle DYLD. Vous l'avez compris. Donc, elle pointe vers des bibliothèques malveillantes qui vont également contenir des noms de bibliothèques ou des fonctions légitimes qui sont demandées sur macOS par un programme victime. D'accord? Donc, les bibliothèques dynamiques macOS, elles sont juste implémentées à un niveau inférieur, encore, en termes d'abstraction. Alors, je vous ai dit symbiote, on va y revenir. Pourquoi je vous parle de tout ça? Des exemples antérieurs de procédures, tactiques, techniques, procédures. Ok? Intéressons-nous aux procédures. G0096 APT41 à configurer des charges utiles à charger via LD Preload. Okay? Donc il s'est passé des choses. On le sait, c'est le principe du Wikipanda. Wikipanda, hacker, sponsorisé par l'État chinois, la Dark Army, actif dernièrement depuis 2012, s'est attaqué à Sony, s'est attaqué à des établissements de santé, telco, télécommunications, technologie. APT41, vous avez peut-être entendu parler de Winty Group, de Barium, c'est eux. Ok? Donc voilà, on catégorise la menace APT41. On sait que c'est la Chine. Il y en a plusieurs. Donc voilà, on sait qu'ils ont déjà utilisé toutes ces techniques. S0377. Hebrew a injecté sa bibliothèque dynamique dans les processus descendants de SSHD via LD Preload. SSHD, c'est quoi? Qu'est-ce que je vous répète tout le temps? SSH, c'est votre client sous Linux. Votre client SSH. Votre client SSH se connecte à un serveur, puisqu'on a ce principe de modèle client-serveur. Ok, jusque-là, pas de problème. Mais alors, SSHD, c'est quoi? SSHD, tu l'as compris, c'est le démon, le daemon, qui tourne sur ta machine, le service, qui permet d'héberger un serveur sur ta machine. Et là, tu l'as bien compris, du coup, c'est l'attaquant. Grâce à cet appel, Hebrew, qui va contrôler ton serveur SSH et se connecter à ta machine. Persistance. Alors c'est quoi? Là, c'est une porte DOB au sein de SSH. Ça vise tous les systèmes Linux. D'accord? L'attaquant, il accède direct, en route. Ok? Root Level Access. Et il va remplacer des binaires SSH. On a SSH, le client. On a SSHD, le serveur. On a SSH-add. Tout ça pour ajouter des clés. SSH keygen, etc., etc. Toutes ces commandes que vous devez parfaitement connaître, tout simplement, pour comprendre comment on utilise SSH, qui est utilisé partout. Et non seulement Hebrew fait ça, mais on a également des librairies partagées, LD Preload, que ça soit clair dans ta tête, qui va être utilisée par OpenSSH. On a une librairie qui s'appelle lib, qui utils, utilitaire de librairie dédiée aux clés. On parle de clés de chiffrement puisque c'est du OpenSSH. Donc voilà, c'est une technique qui est utilisée. D'accord? Donc on voit LD Preload, c'est vieux comme le monde. Mais là, c'est militarisé. Je vais vous parler d'une APT, une cyberarme, parce que c'est tellement bien fait que je doute que ça soit Toto le hacker. Ensuite, on a Hidden Wasp S0394. Pareil, cette attaque Hidden Wasp a ajouté l'objet via la variable d'environnement LD Preload. Alors, c'est quoi? C'est un troyen qui est utilisé, qui vise tous les Linux, qui va permettre un RAT, Remote Access Trojan. Donc ça va faire un remote control, un direct, et grosso modo, on peut le distribuer via un ELF, donc c'est un binaire Linux, qui est linked, donc qui est lié statiquement, d'accord? Donc comme je vous le disais, s'il est statique, on a encapsulé à la compilation non seulement le binaire, mais les librairies modifiées pour le rendre malicieuse. Et ces librairies, on peut utiliser STD, standard lib C, que vous devez tous connaître si vous faites du C, C++. Voilà, standard lib C++, on s'en sert, on peut la modifier, on peut la militariser. Donc ça, c'est Hidden Wasp. Ensuite, on a HideGuard. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans ETC, je vous ai dit dans ETC, il y a ld.so.log.
.preload. Et il va faire un hook pour s'accrocher. Il va utiliser l'IPC. L'IPC que vous devez tous connaître. Pareil, si vous faites du C. Afin de masquer au compte-gouttes et faire un logiciel de minage. Il va faire un miner, un Bitcoin miner, et il va tourner dans les processus. Ça, c'est Rocky. D'accord ? Alors, Rocky, pareil, attaque. On pense que ça vient de Chine. Et c'est ce qu'on appelle du crypto-jacking. C'est-à-dire qu'on va voler les ressources de l'ordinateur de la victime. Le seul but, c'est du miner des cryptocurrencies, des monnaies... j'arrive plus à parler français, il faut que j'arrête. Monnaie crypto. Excusez-moi, je suis fatigué. Donc, the name Rocky, ça vient de l'adresse mail, en fait, qui a le point .scn, donc qui vient de Chine. Le domaine, c'est live, et c'était rocky@live.cn. D'accord ? Donc, ça permet de créer un wallet, un portefeuille, qui va tout simplement récolter toutes les crypto-monnaies. Ça y est, j'y arrive. Mon cerveau redémarre. Donc, on a trouvé ça et on a un groupe confirmé qui utilisait un système de command and control et qui poussait Rocky sur votre ordinateur et pour miner tout ça. Donc la première menace, on parle de mai 2020, de mémoire. Donc voilà, pareil, encore une fois, même vecteur d'attaque, même vecteur d'escalade. Tout va dépendre. Donc on voit toutes ces corrélations, je vais m'arrêter là. On a enfin XC7, XCSSET. Lui, il va ajouter des chemins d'accès aux fichiers malveillants. C'est du Mac. Donc on parle de DYLD Framework Pass et DYLD Library Pass. Ces deux variables d'environnement sous macOS nous permettent d'exécuter du code malveillant. D'accord ? Et c'est exactement une technique qui est utilisée par cette porte dérobée qui attaque tous les Macs. D'accord ? Et ça vise le Xcode Application Developer. D'accord ? C'est un framework qui est utilisé. On l'a vu en août 2020 pour la première fois. Ça permet d'installer toute une composante de porte dérobée qui va venir modifier tout simplement Safari, qui est préinstallé sur tous les Macs. Vous le devez savoir. Vous devez l'avoir également si vous avez un iPhone ou une tablette, un iPad, etc., qui va permettre la collection. Ça fait de l'intel gathering, ça fait du recueil d'informations. Et après, ça chiffre et soit ça envoie ça vers un serveur de command and control, soit ça va faire un ransomware. Ça va chiffrer vos données et ça va vous demander de envoyer tout ça via du Bitcoin pour pouvoir récupérer votre donnée. Donc vous devez connaître le Rubber Ducky. Et ben là c'est un jeu de mots, c'est l'osx.dub Rubber. Rubber, comme je dirais en français, c'est le caoutchouc, vous le savez. Par contre, rubber, c'est le voleur. D'accord ? Donc voilà, ils ont joué là-dessus. Menace en octobre 2021, je crois que ça a été identifié. Et c'est extrêmement sensible puisqu'il va bidouiller aussi vos clés d'autorisation. Il va tout simplement ajouter des clés détenues par les hackers pour qu'ils puissent se connecter, peu importe la configuration de vos fichiers SSH, enfin de votre serveur SSHD, même si vous utilisez des clés de chiffrement RSA, vous inquiétez pas, il va se connecter avec des clés de chiffrement RSA, puisqu'il a ajouté la sienne. Voilà, alors ça, il fallait que je vous parle de tout ça. Donc voilà, on va me dire, ouais, Symbiote, on n'en avait jamais entendu parler. Mais non, si tu travailles dans le métier, tu sais ce vecteur d'escalade que peut être LD Preload. Mais là, c'est utilisé encore à un niveau de technicité qui était auparavant dans la nature. Jamais vu. D'accord ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'est-ce qui différencie Toto le hacker, un pen tester, un red teamer ? C'est le niveau de technique, le niveau de confiance, le niveau de sécurité des opérations. En effet, le red teamer est meilleur que le pen tester. Le pen tester est meilleur que Toto le hacker, qui est script qui dit, qui regarde des tutos sur YouTube. Tu l'as bien compris. Mais qu'est-ce qui différencie un hacker étatique qui utilise des cyberarmes faites dans des laboratoires militaires ? Je te l'ai déjà expliqué. Et
et Johnny, la star du CEH, de l'OSCP, de l'OSW, qui a 50 certifications en cybersécurité, mais qui travaille pas pour les services de renseignement. Donc qui connaît que ce qu'on lui a déjà montré, ok? Qui peut pas inventer la poudre, ok? Qui est très intelligent, qui bosse bien, rien à dire. Tu connais ce qui se fait dans le monde civil, d'accord? Je dirais que c'est une cyberarme, ni plus ni moins, vraiment. Vu le niveau de sophistication, ça n'engage que moi. Hein, je ne suis personne, je ne suis qu'un pauvre youtubeur. Donc voilà, maintenant on va commencer l'article, maintenant que j'ai pu introduire le LG Preload, parce que tout le monde n'est pas au fait de tout ça, mais vous voyez que c'est une technique largement utilisée depuis plus d'une dizaine. Alors, parlons un peu de la symbiote, hein, puisqu'on ne choisit pas le nom des APT de menaces par hasard. Le symbiote, c'est un organisme qui vit en symbiose avec un autre organisme. Vous savez qu'en biologie, c'est assez incroyable, hein, c'est un peu Resident Evil, les zombies, tout ça. On a certains types de parasites, de champignons, qui vont justement parasiter un organisme et en prendre le contrôle. Ils seront capables de hacker, hein, mais vraiment de contrôler à distance certains insectes. Et on s'est rendu compte que quand l'organisme était intoxiqué par ces organismes, ces champignons, ces parasites, eh ben, il y avait un risque accru. Hein. Là, c'est un petit peu pareil. Hein. Symbiote, c'est un organisme qui va rentrer en symbiose. La symbiose, elle est bénéfique pour les deux organismes. Pourquoi ? Parce que parfois, même si elle est parasitaire, il y en a un qui bénéficie et l'autre qui est endommagé. D'accord ? Celui qui est endommagé, typiquement, c'est l'organisme qui va dépérir, qui va se faire bouffer de l'intérieur par le parasite. Hein, ça arrive. Hein, si vous vous intéressez à ce type de sujet en biologie, on a plein de champignons, ou il y en a d'autres carrément qui vont rendre fou, ou qui vont, et c'est très intéressant parce que je vais développer, vont prendre des risques accrus. D'accord ? Soit pour se reproduire, soit pour faire des choses qu'ils n'avaient jamais fait. Je vais vous donner un exemple. Il y a un ver qui parasite des grillons. Les grillons, au bout d'un moment, le ver a besoin de l'eau, okay, pour pouvoir sortir de l'organisme et repartir dans l'eau pour contaminer d'autres individus. Il peut faire ça aussi avec les crapauds, d'accord ? Eh ben, le crapaud va dans l'eau, pas trop de surprise. Par contre, il va contrôler les insectes pour qu'ils se fassent bouffer par les crapauds. Donc le premier vecteur d'attaque, ça va être des grillons. Par exemple, le grillon ensuite va se diriger soit dans l'eau, se noyer, et dès qu'il est noyé, le ver sort de l'abdomen du grillon. D'accord ? Et ensuite, on a carrément, il va se laisser bouffer, alors qu'il en a peur. Il sait que le crapaud va le bouffer. Et parfois, il va rester pendant 20 minutes devant le crapaud, jusqu'à que le crapaud en ait marre et le bouffe. Une fois qu'il l'a bouffé, vous avez bien compris, le ver rentre dans le crapaud. Cette fois-ci, prend le contrôle du crapaud et après va laisser se noyer le crapaud. Et comme il y a beaucoup plus de surface, beaucoup plus de nourriture, le ver va se décupler. C'est des petits vers qui font quelques millimètres. Au bout de quelques mois, ils sont capables de faire 1 mètre. C'est incroyable. Ils sont noirs, c'est incroyable. Enfin, la nature me fascine. D'accord ? Donc, c'est ce principe de parasite. Et certains scientifiques parlent, vous savez, on a notre flore intestinale. C'est le microbiote. Le microbiote, il semblerait peut-être ce principe parasitaire dans notre flore intestinale qui font qu'on va avoir des comportements à risque. Hein. On va aller coucher et pas se protéger, pas utiliser de préservatif. Mais pour le parasite qui est dans notre flore intestinale, c'est le meilleur exemple. Okay ? Que le gars se suicide, se balance sous une voiture et tout ça. Le ver, il sait pas, hein, les parasites non plus. Mais si le corps est pas ramassé et tout ça, il va pouvoir se répandre. Hein. Il va être peut-être bouffé par les oiseaux ou par d'autres prédateurs. Enfin, prédateurs. En tout cas, charognards. D'accord ? Et ça va permettre aux parasites de pouvoir s'étendre. D'accord ? Donc, il y a ces comportements à risque. Là où j'en viens, c'est que peut-être notre flore intestinale, sans qu'on le sache, c'est notre deuxième cerveau. Je vous conseille d'aller voir toutes les études qui sont faites sur le microbiote. Vous croyez que votre cerveau prend des décisions conscientes. On parle tout le temps de l'inconscient. Hein ? Eh bien, peut-être cet inconscient, sans le savoir, est dirigé par votre deuxième cerveau. Allez voir le reportage Arte, Nos viscères, le deuxième cerveau. Je crois que c'est le titre. Allez voir ça. Ça parle du microbiote. Donc, peut-être, sans le savoir, on est contrôlé nous-mêmes
par des parasites. Et ça conditionne une partie de notre instinct grégaire, de notre besoin de se reproduire, de faire des enfants, ok, ou d'aller copuler à gauche, à droite, frénétiquement, comme certains font. On ne portera pas de jugement de valeur. Tout ça peut être conditionné par ce fameux parasite, ces parasites qu'on a nous-mêmes dans notre flore intestinale. Et là, tu vas me dire, ouais, tu t'égares là, tu pars dans des délires. Mais allez creuser, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc l'analogie, la parabole, la métaphore. Il y a quelques mois, on a découvert un nouveau malware qui a été détecté et qui agit justement dans cette nature parasitaire, qui va affecter les systèmes d'exploitation Linux. On l'a nommé Symbiote. Alors, qu'est-ce qui différencie Symbiote des autres logiciels malveillants Linux qu'on rencontre habituellement? Il doit s'infecter d'autres processus en cours d'exécution pour infliger des dommages aux machines infectées. Au lieu d'être un fichier exécutable autonome exécuté pour infecter une machine, il s'agit d'une bibliothèque d'objets partagés, les fameux SO, Share Object, qui sont chargés dans tous les processus en cours d'exécution à l'aide de quoi? LD_reload, vous l'avez compris, et qui va infecter parasitairement la machine. Une fois qu'il a infecté tous les processus en cours d'exécution, il fournit à l'acteur de la menace une fonctionnalité de rootkit, la possibilité de collecter des informations d'identification et une capacité d'accès à distance, RAT, Remote Access Trojan. La naissance d'un symbiote, c'est masculin. Symbiote, ça date d'un novembre 2021. Il semble avoir été écrit pour cibler le secteur financier en Amérique latine. Une fois que le malware a infecté la machine, il se cache lui-même. Et tout autre malware utilisé par l'acteur de menace, ce qui rend les infections très difficiles à détecter. Donc c'est ce principe, non seulement il infecte des choses légitimes, mais on peut également l'encapsuler dans une autre menace. Donc tu comprends bien que quand tu l'analyses, tu détectes tel type de menace, mais tu sais pas que dans cette menace, il y a un autre agent qui est encapsulé. Ce principe de poupée russe que je vous parle tout le temps. Donc voilà, ça chope tous les fichiers, tous les processus, les artefacts réseau, et généralement on les détecte. C'est le premier truc, c'est ce qu'on appelle en blue teaming les indicateurs de compromission. Et bah là, pas de chance. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde en termes de criminalistique, en termes de pattern, en termes d'indicateurs de compromission, justement, invisible. La machine infectée ne peut rien révéler. Tous les processus, tous les artefacts réseau sont cachés par le logiciel malveillant. En plus de la capacité de rootkit, le logiciel malveillant fournit une porte dérobée qui va permettre à l'acteur de menace de se connecter en tant qu'utilisateur sur la machine avec un mot de passe codé en dur, d'exécuter des commandes avec les privilèges les plus élevés. Donc tu as bien compris que tu passes ton parc informatique, tu changes tous les mots de passe des utilisateurs, on s'en fout. Pourquoi? Parce que encapsulé au sein du virus, du verre, même j'ai envie de dire, on a le mot de passe qui est codé en dur. Ça, tu peux pas le modifier, à moins de faire de la rétro-ingénierie et trouver où c'est que ça se trouve. Donc voilà, on va cacher du code dans les structs et tout ça. Ça permet de faire de l'évasion. Mais ça, c'est de l'évasion extrême. Le gars est totalement furtif. Enfin, le gars, c'est un virus. Cette infection à symbiote est susceptible de fly under the radar. Voler sous les radars. Vous savez que j'aime bien cette expression. Ok, c'est exactement ça. Donc dans les recherches qu'ils ont faites, ils ont trouvé des preuves pour déterminer si symbiote est utilisé dans des attaques très ciblées ou larges. On a ce principe de High Value Target, HVT et LVT, Low Value Target. Donc toi, Toto le hacker, Tata le hacker, Titi le hacker, quand tu me dis ouais, j'ai envie de sécuriser les agences de renseignement et tout ça, moi j'ai envie de te dire bien sûr qu'on t'espionne. Mais à la limite que tu ailles sur YouPorn, on s'en branle. Le jour où tu te lanceras en politique, peut-être on aura les moyens de te faire chanter. Mais en attendant, tu sais quoi, t'es un Pékin moyen, comme 68 millions de Français bientôt, ça va bien se passer pour toi. Tu es quoi? Tu es une menace à faible valeur. Ok? Tu es une menace à faible valeur. T'intéresses personne avec ta petite vie de merde. Moi aussi, j'intéresse personne avec ma petite vie de merde. Par contre, une banque, quel est ton modèle de menace? Une banque, des agences de renseignement, ok? Le complexe militaro-industriel. Ça, c'est des
high value target. Ça, c'est des valeurs, des cibles à haute valeur. D'accord? Donc tu dois toujours penser à ton modèle de menace. Ça sert à rien de devenir parano. Bien sûr que la Terre t'espionne. Mais en même temps, quel secret t'as à livrer, mon gars? Quel document de première main tu as accès? On s'en branle. Tu es personne. Ok? Donc du coup, pète un coup. Arrête de croire que tu vas pouvoir sécuriser ton ordinateur parce que le contrôle est une illusion. Peut-être quand tu auras 40 ans, tu vas te dire « Ah ouais, j'étais bien con quand j'avais 20 ans. Savoir allait me permettre de sécuriser mon ordinateur. » Tu ne pourras jamais sécuriser ton ordinateur. C'est comme ça. Et plus tu vas en apprendre en cybersécurité, plus tu vas voir que des portes dérobées, des failles, des vecteurs d'escalade, des vecteurs d'attaque, il y en a partout, tout le temps. D'accord? C'est pour ça que c'est de l'open bar. Une fois que tu auras compris ça, tu vas pouvoir respirer et reprendre une vie normale. Sinon, tu vas être en mode parano, ouais, les agences de renseignement, ceci, cela. Vas-y, c'est bon, pète un coup. Ok? Tu sais maintenant qu'elle t'espionne. Bah vas-y, tu vois, t'es pas dans le modèle de menace, d'accord? Enfin, t'es pas un espion, t'es pas un lanceur d'alerte, ça va bien se passer pour toi, tu vois. T'es pas Snowden, t'es pas Assange. Vas-y, reprends une vie normale, pète un coup. T'es tout blanc. Donc voilà, c'est ça. Qu'il faut réfléchir, c'est que là concrètement, ouais, modèle de menace très élevé, cible à haute valeur, d'accord? Donc déjà, ce sont des caractéristiques fondamentales lors d'une APT qui pourraient mettre la puce à l'oreille de la part d'un analyste en SOC sur qui est derrière tout ça, qui fait ça, avec un tel niveau de technicité. Moi, du peu que je connais, je dirais que c'est une cyberarme. Je dirais que ça a été créé en laboratoire et que c'est clairement soit des hackers étatiques qui travaillent pour des agences de renseignement, soit une agence de renseignement. D'accord? Donc l'aspect technique intéressant de Symbiote, c'est sa fonctionnalité de hook, d'accrochage via le BFP. Alors c'est le Berkeley Packet Filter. On peut s'en servir tout simplement pour faire des portes dérobées avancées. Le groupe Équation qui a volé les cyberarmes à la NSA utilisait BPF, d'accord, pour les communications secrètes. On peut également s'en servir avec Wireshark. On a des plugins BPF, d'accord. Mais là, c'est vraiment le premier malware. Alors, on ne peut pas encore le catégoriser, mais si il était fait par des black hats, par des cybercriminels qui n'ont rien à voir avec des agences de renseignement ou le renseignement militaire, c'est la première fois. C'est le premier malware Linux même à utiliser le Berkeley Packet Filter, aka BPF. Donc Symbiote, il utilise BPF pour masquer le trafic réseau malveillant sur une machine infectée. Je vous ai expliqué, vous le savez, on utilise des canaux auxiliaires de communication via le serveur de command control et les agents qui sont déployés lorsqu'on mène une APT, on fait du red teaming, etc., etc. D'accord. Lorsqu'un administrateur démarre un outil de capture de paquets sur la machine infectée, on a du bytecode, PBF, qui est injecté dans le noyau, qui définit les paquets à capturer. Dans ce processus, Symbiote ajoute d'abord son bytecode, afin de pouvoir filtrer le trafic réseau qu'il ne veut pas que le logiciel de capture de paquets voit, puisque c'est le but. Donc vous voyez comment le Berkeley Packet Filter, Université de Berkeley, encore une fois, je vous laisse méditer, permet cette évasion au niveau du réseau. Après, on a d'autres types d'évasion. Symbiote, il est très furtif parce qu'il est chargé par l'éditeur de liens via cette fameuse directive LD Preload. Ça lui permet d'être chargé avant tout d'autres objets partagés. Il a la primauté. Il est donc chargé en premier, il va pouvoir détourner ces fameuses importations des autres fichiers de bibliothèque chargés pour l'application. Donc là, vous l'avez sous les yeux. On voit que ça permet de masquer sur la machine. On va faire des hooks. On va accrocher les fonctions libc, lip, cap, que vous devez sûrement connaître. Et elles sont, par nature, extrêmement sensibles. Ça résume l'évasion du malware. Donc on voit Symbiote. Si on regarde, on voit les deux composantes réseau. On a de l'UDP et du TCP. Qu'est-ce que va faire tout simplement une partie en blue teaming? Elle va capturer tous les paquets UDP, tous les paquets TCP. Donc, première parade, pour les paquets UDP, on voit qu'on a quoi? Il va dropper des paquets qui vont contenir certains domaines
spécifique, nom de domaine spécifique. Pour le TCP, ça va injecter le fameux BPF du code pour dropper, abandonner le trafic sur certains ports. Donc 2 techniques pour berner l'UDP, une autre technique pour berner l'analyse du TCP. Ensuite, gauche, droite. À droite, on a quoi? On voit qu'il va pouvoir lister l'ensemble des arborescences sous arborescences. Comment il fait ça? En utilisant des fichiers cachés basés sur les noms. À gauche, il va pouvoir lister tous les sockets en bas niveau en TCP. On a le PROCnet, TCP sous Linux, et ça va permettre, comment il y parvient? En retirant. Donc retirer à partir du socket ou via les communications qui sont établies des ports spécifiques, encore une fois. Donc on voit toutes les techniques d'offuscation. Là on en a 4, et si on remonte tout en haut, on a encore gauche, droite. À droite, list so dependencies with LDD. Donc LDD, c'est un programme qui nous permet de faire beaucoup de choses, extrêmement utile sous Linux, et il va lister tout simplement tous les share objects en termes de dépendance. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça rend furtif Symbiot, d'accord? Il n'apparaît plus, d'accord? Donc il est résident, mais il est invisible. Et côté gauche, on va pouvoir faire un list running processes, d'accord? Donc la partie défensive, encore une fois, va chercher à lister les processus qui tournent sur la machine. Comment lui contrecarre ça? Il va retirer les entrées basées sur les noms. Donc vous voyez en bleu foncé toutes les techniques utilisées en blue teaming pour essayer de détecter les indicateurs de compromission, la menace, et comment lui, à chaque fois, trouve une parade pour ne pas apparaître. C'est pour ça qu'il vole sous les radars. Donc ça, c'est les techniques d'évasion des symbiotes. Ok. Le malware symbiote, en plus de cacher sa propre présence sur la machine, cache également d'autres fichiers liés au logiciel malveillant probablement déployé. Il existe une liste de fichiers chiffrés RC4. Je vous ai dit qu'on utilisait souvent le RC4 pour justement pouvoir communiquer. Lorsque des fonctions OK sont appelées, le malware va charger dynamiquement libc dans la fonction, enfin l'appel en tout cas de la fonction d'origine. C'est une logique qui est utilisée dans toutes les fonctions qui utilisent les hooks, les crochets. Donc c'est ce qu'on a. En bas niveau, on a chargé le programme dans GDB que je vous avais déjà présenté, et on peut voir la logique de résolution du read directory à partir de libc, readdir. Alors, si l'application appelante tente d'accéder à un fichier qui est sous proc, on a vu quoi? On a vu qu'il y a des choses intéressantes qui se passent dans proc/net/tcp. D'accord? Ça, c'est les sockets. Intéressant. Mais sous proc, on a quoi? On a les processus. Vous savez que sous Linux, tout est fichier. Dans proc, à la racine, vous avez quoi? Vous avez les noms des processus figurant dans la liste. Les noms de processus dans la liste ont été extraits par les enquêteurs, et voilà ce qu'ils ont découvert. On a des strings assez intéressants. On a certbot x64, certbot x86, donc vous avez compris, certbot architecture 64 et 32 bits. On a Java Utils, que vous devez tous connaître si vous avez fait un peu de Java, qui sont des utilitaires très, très utilisés. Java Server x64, Java Client x67 et Java Notes x86. D'accord? Donc voilà, on voit qu'on détourne ces fonctions, ces noms de processus, et visiblement ils ont servi à l'utilisation, en tout cas à la fabrication ou à des composantes intrinsèques du malware. Donc si l'application appelante n'essaye pas d'accéder à quelque chose sous proc, le logiciel malveillant efface plutôt le résultat d'une liste de fichiers. Les fichiers extraits de tous les échantillons que nous avons examinés sont présentés dans la liste. Certains de ces noms correspondent à ceux utilisés par Symbiot, tandis que d'autres correspondent aux noms de fichiers soupçonnés d'être des outils utilisés par l'acteur de la menace sur la machine infectée. Alors, on retrouve ce que je vous ai dit, et d'autres trucs qui ont l'air beaucoup plus légitimes, entre guillemets. Bien que Java Server, Java Client, Java Node, voilà, pareil, c'est légitime.
Mais visiblement, ça a été militarisé. Donc on a la page to start, la page to stop, on a un profil PHP, 404hero.php, on a des librairies, on a donc les share objects, mais on a aussi ce qui permet de compiler. On a des librairies en H qui sont utilisées par le compilateur quand on fait du C, du Java H, OpenH. On a du SQL Search, de l'indexq.php, du mt64.so, certbot.h, cert.h, certbot x8664 Java Utils et Search So. Donc techniquement on sait, on compile du C, d'accord? Comment je peux compiler? J'appelle mon compilateur et je lui donne soit des share objects, soit le minimum, il faut que je lui donne du C. D'accord? Pour qu'il puisse le compiler, ça passe en opcode, c'est traduit en langage machine et interprété par le processeur. Blablabla, blablabla, blablabla. Donc ça, c'est le C, mais on peut utiliser aussi du H, du point H. Généralement, on s'en sert, on a des fonctions de positionnement qui vont contenir les fonctions en question. D'accord? Donc, on a par exemple une main C, position.c, et on va utiliser une position.h. Donc, c'est utilisé. C'est une catégorie de fonctions. Ça peut être utile et c'est utilisé en C. D'accord? Et pensez que en fait la compilation, quand vous compilez, ça s'effectue que sur les fichiers .c. Ce que je vous disais, en fait à chaque fois que le compilateur commence à compiler un fichier, il va tout oublier. Et c'est un grand amnésique. Il connaît plus les fonctions, les variables, etc. etc. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a du H, d'accord? On a la compilation, c'est vaste en fait. On a ce principe de préprocesseur, on a la compilation et on a le linkage. On va créer des liens dynamiques statiques à la compilation, d'accord? Où on va faire des appels ensuite à des librairies. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Symbiote, c'est ça. Le chargement du symbiote dans les processus LG Preload avec des outils comme LDD, qui est, je vous le disais, un utilisateur qu'on utilise beaucoup, qui va nous permettre d'afficher les bibliothèques partagées qui sont requises par chaque programme. D'accord? C'est exactement comme on fait du blue teaming au chargement d'un exe. Il faut aller voir forcément les DLL qui sont chargées. Certaines pourraient être malicieuses. D'accord? Et ça va permettre de répertorier le malware comme un objet chargé. Donc pour contrôler ça, le malware va utiliser execv, execve, et il va faire des recherches aux fonctions des appels à cette fonction avec une variable d'environnement qui s'appelle ld_trace_loaded object. Elle est définie sur 1, d'accord? Donc objet chargé via le ld_trace. Comment ça fonctionne en fait? Il suffit d'aller voir le manuel de LDD. Vous avez tout à chaque fois dans les manuels. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que dans un cas habituel, LDD, l'éditeur de liens dynamique standard que je vous parle depuis le début, ld.so, avec la variable d'environnement ld_trace_loaded_object, elle est par défaut définie par 1, comme je viens de vous le dire. Donc ça amène l'éditeur de liens dynamique à inspecter les dépendances dynamiques du programme, à rechercher, conformément aux règles décrites dans ld.so, et à charger les objets qui vont satisfaire ces dépendances, naturellement. Donc pour chaque dépendance, LDD, il va afficher l'emplacement de l'objet correspondant et l'adresse. L'adresse, on parle en hexadécimal, à laquelle il est chargé. D'accord? Donc les dépendances partagées, on a du Linux-VDSO et du LD-Linux qui sont assez spéciales, que vous retrouvez dans le manuel, manuel 7.8. Le malware détecte cela, il va utiliser une sorte de bootloader, un chargeur, qui fait comme LDD et qui efface sa propre entrée du résultat. Vous comprenez que du coup, il n'y a plus cette table de correspondance, en tout cas, il devient intraçable. Revenons à l'activité réseau. Comment il arrive à être totalement furtif? On a vu le procnet TCP, on va développer un peu. En fait, Symbiote, il dispose également d'une fonctionnalité qui va permettre de masquer l'activité réseau sur la machine infectée. Il utilise 3 différentes méthodes pour y parvenir. La première, c'est les hooks. On a fopen et fopen 64. D'accord, 64 bits. Si l'application tente d'ouvrir proc/net/tcp, tout simplement, Symbiote va créer un fichier temporaire. Il copie la première ligne de ce fichier
Et après cela, il analyse chaque ligne à la recherche de port spécifique. Si le logiciel malveillant trouve un port qu'il recherche sur une ligne, il va l'analyser. Et ensuite, il passe de façon séquentielle à la ligne suivante. Sinon, la ligne est écrite dans le fichier temporaire. Une fois que le fichier d'origine a été complètement traité, il est passé séquentiellement d'une ligne à une autre jusqu'à la fin, le logiciel malveillant va fermer le fichier et il renvoie au FD, au descripteur de fichier du fichier temporaire à l'appelant. D'accord ? Donc essentiellement, ça va donner au processus d'appel un résultat épuré qui va permettre d'exclure toutes les entrées de connexion au réseau que le logiciel malveillant veut cacher. Incroyable. Le deuxième méthode, par Symbiote, je vous ai dit, c'est le BPF, les filtres de paquets Berkeley étendus. Okay ? Le noyau Linux, il les utilise. D'accord ? Mais le Symbiote s'en sert pour masquer son activité réseau et il va détourner tous les bytecodes de filtrage de paquets injectés. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, Linux, je vous le disais, utilise le BPF pour le filtrage des paquets basés sur les règles fournies à partir d'un processus qui tourne dans le userland, d'accord ? Dans la couche applicative, on va dire. Le règle des filtrages est fourni sous forme de bytecode, BPF, et le noyau s'exécute sur la VM, sur la machine virtuelle. Ça minimise le changement de contexte entre le noyau, le ring 0, et le userland, le ring 3, entre le noyau et l'espace utilisateur. Ça va améliorer les performances, puisque le noyau effectue le filtrage directement. Plus vous effectuez des opérations en bas niveau, plus intrinsèquement elles sont critiques, mais plus elles vont être efficientes, puisque plus on est en bas niveau, plus on communique directement avec le matériel, avec la couche physique. Donc, c'est beaucoup plus efficient, d'accord ? Tu peux faire des choses en très très bas niveau, en assembleur, que tu ne pourras jamais faire avec des hauts langages d'abstraction. Même avec du C, tu peux faire des choses que tu ne pourras jamais faire avec des très hauts langages d'abstraction. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a ce principe. Plus tu communiques en bas niveau, plus tu peux faire des appels à la fois directs, mais ces appels, s'ils sont détournés, tu comprends bien que tu accèdes directement au matériel, et donc c'est extrêmement sensible. Si tu fais n'importe quoi, c'est le meilleur moyen de pirater la machine. Tu l'as bien compris. Donc si une application sur la machine infectée tente d'effectuer un filtrage de paquets IBPF, Symbiote, il va détourner le processus de filtrage. On a une fonction, on a l'IPC, et dans l'IPC, on a quoi ? On a set, sock, opt. Donc c'est du opting, opt-out, et c'est du set sock. On va définir le socket, puisqu'on parle de socket. Je vous ai dit quoi ? On a des sockets dans Procnet TCP. On a une fonction qui s'appelle so_attach filter, donc filter attaché au share object, qui va permettre d'effectuer le filtrage de paquets sur un socket. Elle va ajouter son propre bytecode avant le code eBPF fourni par l'application appelante, qui va faire son appel. L'extrait du code 1 que vous avez sous les yeux montre une version annotée du bytecode injecté par l'un des échantillons Symbiote. Le bytecode tombe si il correspond aux conditions suivantes. D'accord ? Donc on a un principe de drop, dropping, où il va abandonner. Il va abandonner tout simplement les communications. Si c'est de l'IPv6, TCP, CSTP, puisque le CSTP, de par nature chiffré, il n'a pas envie de se prendre la tête. On a des sources. On va sourcer la 43253, la 43753, 63424, 26424. On a en IPv6, on l'a en IPv4. D'accord ? Donc c'est assez intéressant. D'accord ? Et on retrouve ces mêmes plages de ports ou ces mêmes ports, ces mêmes intervalles en fonction de la source et de la DST, de la destination. D'accord ? Donc qu'est-ce qui va se passer en fait ? Le bytecode ne supprime pas les paquets en fonction des ports. Nous avons également observé un filtrage du trafic basé sur les adresses IPv4 et dans tous les cas, le filtrage fonctionne à la fois sur le trafic entrant et sortant de la machine, DST, SRC, source et destination, pour masquer les deux sens du trafic, in-out. D'accord ? Qu'est-ce que je vous ai dit en cyberattaque ? Je vous ai dit que quand on fait du CNA, c'est comme si on rentrait dans une banque. Des fois, il faudra rentrer et il faut aussi pouvoir sortir.
Et je vous ai dit quoi dans mes cours sur la cyberguerre? Je vous ai dit que parfois, le sens du trafic est en même temps. Il va falloir à la fois rentrer dans le système et exfiltrer les données. C'est exactement ce qu'il fait et il l'offusque. Ok? C'est une excellente cyberarme. Le bytecode extrait de l'un des deux exemples est indiqué comme dans l'extrait de code 1. On a 32 instructions que vous avez sous les yeux. Le code peut pas être injecté seul dans le noyau. Donc on suppose que le bytecode existe après lui. D'accord? Il y a même plus de bytecode. Donc il doit y avoir des sauts conditionnels. Des sauts au niveau du bytecode qui passent au début du bytecode fourni par le processus d'appel. D'accord? Alors, sans le bytecode de l'appelant, le bytecode injecté va sauter et faire du out of bound, ce qu'on appelle du hors limite, qui n'est pas autorisé par le noyau. À partir du moment où vous êtes out of bound, c'est pas bon. D'accord? Justement, il faut toujours être in range. D'accord? Quand on fait du buffer overflow et tout ça, des attaques, on cherche le out of bound. C'est le premier truc qu'on va faire, on va chercher les limites. Une fois qu'on a trouvé nos limites et qu'on est hors limite, on va essayer, on veut impacter le système. Et pour pouvoir impacter, si on est hors limite, on sera hors jeu, de facto. Donc le bytecode, comme celui-ci, est écrit à la main ou en appliquant des correctifs au compilateur généré par le bytecode. L'une ou l'autre option suggère que ce malware a été écrit par un développeur qualifié. D'accord? Donc la troisième méthode par symbiote qui permet de masquer son trafic consiste à accrocher les fonctions libcap. D'accord? On s'en sert pour sniffer des paquets réseau. Je crois que y a Wireshark qui utilise libcap. Il me semble. PKPloop, PKPstat, ces fonctions, ça me dit quelque chose. T-Shark, Wireshark, je suis pas sûr. À creuser. Donc cette méthode, elle est utilisée par le logiciel malveillant pour filtrer le trafic UDP vers les noms de domaine qu'il a dans la liste. Pour chaque paquet reçu, Symbiote va vérifier la charge utile UDP. Qu'est-ce qu'on a vu? Il y a de l'offuscation sur le TCP, mais il y a également de l'offuscation sur l'UDP. D'accord? On a vu qu'il avait des parades. On avait vu en bas, en haut. On avait commencé par la droite, on était passé à la gauche. En effet, Symbiote vérifie la charge utile pour les sous-chaînes des domaines qu'il souhaite filtrer. Il va trouver une correspondance. Tout simplement, le logiciel malveillant ignore le paquet. Il drop. D'accord? Et ensuite, il incrémente un compteur. Aussi simple que ça. Plus 1. D'accord? Boucle fort, itérative. PKPstat, il utilise ce compteur pour corriger le nombre de paquets traités en soustrayant la valeur du compteur de nombre réel de paquets traités. Vous savez qu'en réseau, on a le time to live, on a plein de... On travaille souvent sur des compteurs de nombre réel. Tout simplement, ne serait-ce que pour comprendre le nombre de hops, de sauts qu'on va faire sur le réseau. C'est ça. C'est un compteur qui incrémente. Okay? Le time to live, au bout d'un moment, t'as un time to live de 64. Quand t'arrives à 0, ça a été décrémenté de 64. Voilà. Le paquet s'auto-détruit. D'accord? Pour empêcher de quoi? De saturer. D'accord? Et de faire des boucles. Donc, ça arrive. C'est très souvent le cas. Donc, si une charge utile de paquet ne contient aucune des chaînes qu'elle contient dans la liste, la fonction de rappel d'origine est appelée. Cette méthode pour filtrer les paquets UDP, tandis que la méthode bytecode est utilisée pour filtrer les paquets TCP. D'accord? Puisque, intrinsèquement, le TCP ne fonctionne pas comme les datagrammes, à savoir l'UDP. En utilisant ces trois méthodes, le logiciel malveillant garantit que tout le trafic est masqué. D'accord? Donc là, on voit un haut degré de sophistication. Ensuite, les objectifs, parce qu'on a toujours des objectifs. L'objectif du malware, en plus de se cacher des activités malveillantes sur la machine, il va récolter des informations d'identification et fournir un accès à distance à l'acteur de la menace. On passe en mode RAT. La collecte des informations d'identification va s'effectuer en connectant la fonction de lecture libc. On a un processus SSH ou SCP qui appelle la fonction. Donc SSH nous permet de nous connecter, vous le savez, en SSH. SCP nous permet de copier de façon chiffrée sur le protocole SSH. Secure Shell. Il capture les informations de l'identification. Donc on utilise des processus légitimes, mais encore une fois, on va détourner la logique. Donc les informations d'identification sont d'abord chiffrées en RC4 à l'aide d'une clé incorporée, puis écrite dans un fichier. Par exemple, l'une des versions du logiciel malveillant récupère les informations d'identification qui sont stockées dans à la racine user include cert bot
.h. Tiens, le fameux fichier H. D'accord, donc en plus de stocker les informations d'identification localement, les informations d'identification sont exfiltrées. Bien sûr, c'est une APT. D'accord, les données sont codées en hexadécimal et fragmentées pour être exfiltrées via des demandes d'enregistrement DNS A, des simples A. Classique, j'ai envie de dire. Et là, on peut voir que on va avoir plein de petits paquets fragmentés, qui vont être recomposés à l'arrivée, vous l'avez compris. Et à partir de ces demandes d'enregistrement DNS, on peut faire transiter un payload. On s'en sert pour attaquer, on peut s'en servir pour exfiltrer. D'accord ? C'est des techniques d'offuscation pour contourner les pare-feux, pour contourner les IDS, les HIPS, les HIDS, etc. Donc la demande d'enregistrement A, on le voit là, on a quoi ? Le packet number, ensuite le machine ID, le X, qui est encapsulé, encoded, c'est la charge utile, et on tape vers des noms de domaine, naturellement, qui sont sous le contrôle de l'attaquant. C'est l'infrastructure command and control. Donc on voit cette structure de requête utilisée par Symbiote pour exfiltrer les données. Il va vérifier si la machine dispose d'un serveur de nom configuré. Il tape dans resolve.conf qu'on a tous sous Linux dans ETC. Si c'est pas le cas, le DNS Google, par défaut, vous le savez, c'est 8888 et sinon c'est 9999. Si je dis pas de bêtises, je crois. En plus d'envoyer la requête au nom de domaine, Symbiote l'envoie également en tant que diffusion UDP. Donc l'accès à distance de la machine est obtenu en connectant quelques fonctions PAM. Le PAM, c'est le Pluggable Authentication Module. Le PAM est censé, comme celle Linux, compartimenter et censé sécuriser le système. Le problème, c'est que lorsqu'un service tente d'utiliser PAM pour authentifier un utilisateur, le logiciel malveillant vérifie le mot de passe fourni par rapport à un mot de passe qui est codé en dur. Si le mot de passe fourni correspond, on a la fonction qui est accroché, hooked, qui renvoie une réponse positive. Étant donné que les hooks sont dans PAM, ça permet à l'acteur de menace de s'authentifier auprès de la machine, avec n'importe quel service qui utilise PAM. D'accord ? Cela inclut les services distants, pas de chance, tels que SSH, Secure Shell. Donc si le mot de passe saisi correspond pas, par contre, au mot de passe qui est codé en dur, là, il l'enregistre, super malin, et l'exfiltre, dans le cadre de sa fonctionnalité de keylogger, d'enregistrement de frappe. En outre, le logiciel malveillant envoie une demande d'enregistrement texte DNS, d'accord, à son domaine de command and control C2, comme je vous le disais. L'enregistrement TXT a le format pourcentage machine, pourcentage, point, pourcentage, C2 underscore domain, pourcentage. S'il obtient une réponse, le malware encode ou décode en base 64 le contenu, vérifie si le contenu a été signé avec une clé privée ED25519, c'est basé sur les courbes elliptiques, je vous en parle souvent, et déchiffre le contenu avec RC4. On a deux types de clés. On a du chiffrement AES RSA. On peut avoir du 2048, du 3072, du 4096. Typiquement, voilà, sur ProtonMail, c'est ce que j'utilise. Je suis en 4096. Mais avec des machines mobiles, parfois, ça peut poser des problèmes. Donc voilà, le DDoS1, le D25519 est extrêmement rapide. D'accord ? Donc encore une fois, les deux sont assez robustes. Même si j'aurais vos portables pour vos tablettes, tout ce qui est mobile en termes de connexion, d'établissement de connexion et tout ça, en temps de calcul, pour signer, vérifier, on parle d'ops par seconde, d'opérations par seconde. En effet, on est sur 253 bits en EDDSA, c'est le fameux ED25519. C'est beaucoup plus rapide et moins énergivore d'utiliser ce type de courbe elliptique plutôt que du RSA. D'accord ? Mais le principe est le même. On a ce principe de chiffrement asymétrique. C'est ce qu'il faut retenir, c'est extrêmement costaud. Mais terminons, on y est presque. Donc voilà, on a le D25519 qui va déchiffrer le contenu avec RC4 et qui va exécuter un script shell dans un processus bash généré. Cette fonctionnalité peut fonctionner comme une méthode de ce qu'on appelle
de Breezeware, mais en anglais c'est de Breakglass Method, pour retrouver l'accès à la machine au cas où le processus normal ne fonctionnerait pas. D'accord ? C'est un mode de sécurité. Donc le malware il s'est authentifié, on récupère la main, les acteurs s'authentifient grâce à ça, d'accord, auprès de la machine infectée, et Symbiote permet à l'acteur malicieux d'obtenir des privilèges root. L'objet partagé est chargé pour la première fois via une variable d'environnement HTTP 7.10, et si la variable est définie avec du contenu, le logiciel malveillant remplace l'idée de l'utilisateur avec le groupe effectif par l'utilisateur racine qui va effacer la variable avant d'exécuter le contenu via les commandes système. Donc le processus nécessite que SO et l'indicateur d'autorisation setUID, d'accord ? C'est tout le permission flag qu'on appelle setUID permission flag en anglais, c'est pour les Linuxiens. Et une fois qu'on commande la commande système est passée et terminée, Symbiote quitte également le processus pour empêcher le processus d'origine. On le voit là, c'est ce qui se passe en très bas niveau. D'accord ? On voit comment le code est exécuté et ça va permettre un shell racine en exécutant HTTP 7.10. Et qu'est-ce qu'on lui passe en paramètre, quelle est sa valeur ? On lui passe le bin bash-p bin-true. D'accord ? Et en fait, c'est ce qu'utilise n'importe quel utilisateur dans un shell. Et ça, on voit bien. Petit à petit, ça se fait de façon séquentielle et on voit tout en bas le call. Le call via le sim imp system. On a un int system constant char et on lui passe un string. Qu'est-ce qu'on lui passe comme string à votre avis ? On lui passe ce string là précis. Bin bash-p bin-true. D'accord ? Donc voilà, on voit qu'on manipule des strings et on voit à partir du breakpoint comment ça se passe et la phase finale. Le move RDI rax, call sim imp system, move EDI 0 et le call sim imp underscore exit. Au revoir, c'est fait. Le méchant hacker se retrouve avec un privilège root et un shell totalement fonctionnel. Merci, au revoir. Les noms de domaine utilisés, infrastructure réseau, ils usurpent l'identité de grandes banques brésiliennes. Ça suggère que ces banques ou leurs clients sont des cibles potentielles. En utilisant les noms de domaine utilisés par le malware, nous avons réussi à découvrir un échantillon connexe qui a été téléchargé sur VirusTotal, certbot x64. Ce nom de fichier est l'un de ceux répertoriés sous forme de fichier masqué dans l'un des exemples de Symbiote que nous avons obtenu à l'origine. Le fichier a été identifié comme outil de tunneling open source appelé DNS4.2. Vous l'avez sur mon repo GitHub. DNS4, je vous ferai des vidéos extrêmement utiles, pour du red teaming. L'exemple avait une configuration dans le binaire qui utilisait le Git Banco do Brasil. Banco do Brasil, tu comprends bien que ça c'est une banque et c'est au Brésil avec un serveur C2. Donc au cours des mois de février et mars, ce nom de domaine a été résolu en une adresse IP liée à un VPS Najla. Enregistrement DNS passif ont montré que la même adresse est résolue dans un name server, ns1.synpol.link et ns2.synpol.link quelques mois plus tôt. Synpol, c'est un service de renseignement fourni par la police fédérale du Brésil. Le portail permet aux policiers d'accéder à différentes bases de données fournies par la police fédérale dans le cadre de leur enquête. T'as compris ou quoi ? Le serveur de nom utilisé pour ce nom de domaine usurpe l'identité qui a été actif à la mi-décembre 2021 jusqu'en fin janvier 2022. À partir de février 2022, on voit des modifications. Les serveurs de nom, name server, NS, pour le domaine Caixa, je sais pas comment on dit, je parle pas portugais, désolé, pointé vers une autre IP, Najla VPS. On voit, si vous regardez la figure que je viens de vous mettre, une chronologie des événements. Je vous dis toujours
penser en termes de chronologie, en termes temporels. En plus de l'infrastructure réseau, on a les eurodatage de l'envoi des fichiers à VirusTotal qui sont inclus. Ces 3 échantillons de symbiotes ont été téléchargés par le même soumissionnaire au Brésil. Intéressant. Il semble que les fichiers aient été soumis à VirusTotal avant la mise en ligne de l'infrastructure. Tu sais ce qu'il a fait? Il a niqué son obsèque. Putain le con. Putain le con. Pourtant je vous le dis, hein, c'est écrit, il y a même un fond d'écran sous Kali Linux. Ne sous-mets jamais, d'accord, ton offuscation à VirusTotal. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont mis en place cette putain d'APT et le ou les développeurs, à mon avis sont plusieurs, vu le niveau de technique, il s'est dit ah ouais vas-y on va voir si on est fed les gars. On est fed, fully undetectable. Allez vas-y, upload sur VirusTotal. Ok? Mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça, arrêtez. D'accord? Puisque vous savez qu'après VirusTotal va partager ça avec tous les fabricants. Donc, si t'avais pas fait ça, qu'est-ce qui serait passé? Eh ben tout simplement, l'auteur là, qui écrit l'article, il aurait jamais eu quoi? Ben tout simplement les prémices de la menace. Qu'est-ce qu'il dit au début? Il dit qu'on avait trouvé ce type d'attaque. On l'avait remarqué, on avait un échantillon VT, VirusTotal. Et ben voilà, ok? Parce que ils ont merdé. Ils étaient trop confiants, ils se sont dit ouais t'inquiète ça va passer crème. Et même s'il était indétectable, il reste un échantillon. Tu vois? Tu as beau ne pas activer les alarmes sur VirusTotal, n'oublie jamais que tu as soumis un échantillon qui reste en mémoire, qui va être partagé avec l'ensemble de l'infosec, de la cybersec, des équipes bleues, des fabricants d'antivirus, d'EDR, d'XDR, etc. Donc, vous voyez, des fois, les gens sont très intelligents et ils vont faire une connerie. C'est pour ça qu'on en revient à ce que je vous dis, l'obsèque. Et là, il a niqué son obsèque, qui était, putain, mais parfaite. Mais passons. Donc, étant donné que ces fichiers ont été soumis à VirusTotal, avant la mise en ligne de l'infrastructure, et que certains des exemples incluaient des règles pour masquer des adresses IP locales, il est possible que les échantillons avaient été soumis à VirusTotal pour détecter la détection d'antivirus AV avant d'être utilisé. Vous voyez, il dit exactement ce que je vous dis. Putain, je suis un être brillant. En outre, une version qui semble être en cours de développement a été soumise à la fin du mois de novembre au Brésil, suggérant que VirusTotal était utilisé par l'acteur ou le groupe de menaces derrière Symbiote pour les tests de détection. Putain, les mecs font des trucs incroyables et ils te font des putains de bourdes de débutants, quoi. Alors que je vous ai dit quoi dans mes cours? Non, ce que fait VirusTotal, si t'es assez intelligent, tu peux le faire pour 15 000, 30 000 $. D'accord? Tu veux créer un laboratoire pour toi à la maison, apprendre à contourner tous les virus du marché, il te faut 1500, 1600 $. T'achètes tous les antivirus. Ok? Et tu testes. Mais tu bloques tout. Tu vas dans les options et tu partages pas les échantillons avec le fabricant. Ok? Ou tu déconnectes du réseau. Tu fais des mises à jour et après tu déconnectes. Tu déconnectes la VM. Tu la bloques et tu regardes. Est-ce qu'elle peut scanner hors ligne ta menace? D'accord? Avec les dernières définitions, les derniers KB. Ok? Mais ne fais pas ça, putain. Ne fais pas ça, putain. Et c'est ça qui est rageant, quoi. Si j'étais un Black Hat, ça m'énerverait. Je me dis, les gars, ils avaient une technique incroyable. Ils se sont tirés une balle dans le pied. Alors nous, on est les gentils. Franchement, j'en rigole. C'est de la balle, tant mieux. Parce que c'est une putain de cybermenace, Symbiote. Donc, vous avez tout sous les yeux. On voit la soumission de VT. On voit les Whois Record. On voit qu'ils ont usurpé l'identité des noms de domaine, enfin des name servers de la police fédérale brésilienne. Et ensuite, on a le Banco do Brasil qui change. On switch de non-serveur en non-serveur. Ce qui permet de voir en fait quand les fichiers ont été soumis à VirusTotal, quand l'infrastructure réseau est devenue active, d'accord, en fonction de ça, de décembre 2022 à avril. Donc on va terminer là. Les similitudes avec d'autres logiciels malveillants,
Symbiote a été conçu pour voler des informations d'identification personnelle IIP, à l'accès à distance au serveur des Linux infectés. C'est le premier malware développé à cette fin. On a en fin 2014 i7 qui nous parle d'eBerry, je vous en ai parlé en introduction, une porte dérobée OpenSSH qui effectue également le vol d'informations d'identification. Il existe certaines similitudes dans les techniques utilisées par les deux familles de logiciels malveillants. Ils utilisent des fonctions hooked pour capturer les informations d'identification et exfiltrer les données capturées sous forme de requêtes DNS. Cependant, la méthode d'authentification de la porte dérobée dans eBerry utilise les deux familles de logiciels malveillants et elles sont différentes. Celle qu'utilise eBerry n'est pas celle qu'utilise tout simplement Symbiote. D'accord ? Donc, on a analysé les échantillons. Intezer l'a fait. Intezer que je vous conseille. Vous allez sur le site d'Intezer Analyze et c'est bien mieux que VirusTotal. D'accord ? Allez-y, créez-vous un compte gratuit. Malheureusement, vous serez limité au nombre de scans que vous pourrez faire par mois. Je crois que c'est une trentaine ou une cinquantaine, je sais plus, par mois. Et vous ne pouvez pas étudier plus de, je crois, c'est des fichiers de 5 MO, je crois, grand maximum. Mais analyse statique, dynamique, analyse DPE, machine learning, sample, traces de compromission, comportement, tout ça, vous avez accès au threat intel. Et par contre, détection et chasse et la capacité de pouvoir télécharger justement les échantillons, puisque là techniquement si vous avez un abonnement à VirusTotal, parce que ça utilise aussi une composante de VirusTotal, Intezer, mais avec leur propre framework, et c'est beaucoup plus détaillé, mieux fait, l'interface est assez bonne, assez épurée, et puis ça va droit au but. Vous pouvez télécharger l'échantillon, c'est-à-dire que là au boulot on a un compte, c'est Intezer, et on a téléchargé cet après-midi Symbiote. D'accord ? Donc voilà, moi je suis au chaud, à la plage, je suis en vacances. Je vous fais comme, je passe le temps quand même à vous faire cette vidéo quoi. Si je suis pas un gars exceptionnel quoi. Par contre, j'ai des collègues qui m'ont appelé ce matin, qui m'ont dit jette un coup d'œil. À 8h du matin, j'étais en train de regarder cet article et à analyser la menace. Et eux, ils sont en train de bosser comme des fous là-dessus, ok ? Puisque c'est des vecteurs d'attaque qui nous intéressent grandement, ok ? À la fois pour s'en défendre, pour le blue teaming, mais qu'on pourrait nous utiliser pour faire du red teaming et voir comment on pourrait améliorer ces techniques. Donc, comme aucun code n'est partagé entre Symbiote, eBerry et Windigo, je vous en ai parlé, ou tout autre logiciel malveillant connu, on peut conclure en toute confiance que Symbiote est un nouveau malware Linux non découvert. Alors on terminera là, je vous mettrai sous les yeux maintenant les indicateurs de compromission IOC. On voit les hashes qui ont été faits, les notes, on voit que on a le kernel devso PKP, donc développement précoce, exfiltration d'identification manquante sur le DNS via le MT64 _.so, le search.so, premier exemple avec des exfiltrations d'informations d'identification DNS, le liblinux.so, le certbox 64 DNS 4.2, enfin les ports masqués 45 345 34 535 64 543 24 645 47 623 62 537 etc. Juste en dessous, je vous montre maintenant les domaines cachés et les noms de processus masqués dont je vous avais déjà parlé au milieu de la vidéo, les noms de fichiers cachés. D'accord ? Donc il y en a un paquet. Et enfin, les domaines d'exfiltration, d'exfil, d'information d'identification. Il y a Banco do Brasil et Caixa, je sais pas. Vous me direz si vous êtes brésilien. Donc, Symbiote, malware très évasif, évasion technique en informatique pour voler sous les radars et mener une menace persistante, avancée, dite APT. Son objectif principal, c'est de capturer les informations d'identification et de faciliter l'accès par une porte dérobée aux machines infectées. Étant donné que le logiciel malveillant fonctionne comme un rootkit au niveau de l'utilisateur, la détection
d'une infection peut être extrêmement difficile. La télémétrie réseau également peut être utilisée pour détecter les requêtes DNS anormales et les outils de sécurité tels que l'antivirus et la détection et la réponse des points de terminaison EDR, XDR doivent être liés statiquement pour s'assurer qu'ils ne sont pas infectés par des rootkits qui pourraient éventuellement tourner comme c'est le cas avec Symbiote dans le userland. D'accord ? Voilà, je m'arrêterai là. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.